C'est bon? Ça y est, c'est tout bon, tu peux commencer. Ok. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce direct du MOOC Socle en mathématiques. Donc, ce soir, le direct doit porter sur la semaine 8 du MOOC. Donc, c'est représentation graphique d'une fonction. Donc, essentiellement, tableau de variation, asymptote, en représentation des fonctions. Et puis définition du logarithme et de l'exponentielle. J'ai vu relativement peu de questions en fait dans cette semaine 8, sauf sur la définition de la fonction logarithme, donc enfin l'introduction en fait que j'ai faite sur la fonction logarithme qui permet en utilisant la dérivée de la définir. Et puis sur les branches infinies. Donc si vous êtes d'accord, je propose de faire ces deux sujets-là ce soir. Donc qu'on revienne un petit peu sur l'introduction. Il y avait une. Ah mais je vois que la personne qui avait posé la question en fait dans la discussion qui était là tout à l'heure est partie. C'est FR, je sais plus. FR, je sais plus son nom. Donc peut-être que ça, j'y reviendrai après. On va peut-être plutôt revenir sur les branches infinies d'une fonction. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les asymptotes, les branches infinies, etc. Ça vous convient? Ou vous préférez que j'aborde autre chose? Ok, donc un petit rappel sur les branches infinies. Ok. Alors, euh, ah non, pardon, j'ai oublié de lancer le partage d'écran. J'ai pris mon tableau, mais vous ne le voyez pas. Voilà, donc je vais prendre un petit tableau blanc. C'est bon? Vous l'avez? Oui, c'est bon. Ok. Je t'entends très très loin, Guillaume. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Si tu peux essayer de reparler Est-ce un que là peu. c'est mieux? Voilà. Là, enfin, ça a été mieux à un moment. Sinon, c'était un son très très sourd et très 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 lointain. bien. Alors, les branches infinies d'une fonction, c'est quoi? En gros, c'est quand dans le tableau de variation de votre fonction, quel qu'il soit, hein, je peux avoir du, du moins l'infini ici, une valeur, une autre valeur, du plus l'infini ici. Je peux avoir une valeur interdite ici, une valeur non interdite ici. À quel moment est-ce que je vais avoir une branche infinie? Eh bien, c'est quand j'ai un infini, je vais là, si j'ai fx ici et x ici, je vais avoir une branche infinie pour la représentation de la fonction. Si j'ai un plus ou moins l'infini, n'importe où dans cette partie-là du tableau. Ou bien, si j'ai un infini ici et là. Donc, dès que j'ai un infini dans le tableau de variation, je vais avoir ce qu'on appelle une branche infinie. Alors, plusieurs cas peuvent se présenter. Ça peut être un infini en face
d'un autre infini. Infini, infini. J'ai deux bonnes raisons pour avoir une branche infinie. Je peux avoir un infini parce que j'approche d'une valeur où la fonction n'est pas définie. Alors j'ai mis plus ou moins l'infini, vous voyez que là en gros ça sera un plus l'infini. Ça sera pas un moins l'infini. Puisque en gros j'aurai plutôt un moins l'infini ici en bas et un plus l'infini ici. Je peux aussi avoir la situation où donc un infini rencontre un infini, ou bien une constante rencontre un infini, ou bien un infini ici rencontre une constante. Dans ces trois cas-là, je vais avoir une branche infinie. Alors, quelle peut être l'allure de cette branche infinie? En gros, on peut se ramener à des fonctions type pour imaginer les choses. Dans mon repère, ma fonction, c'est... non, pardon, je vais prendre une courbe plutôt. Quelque chose qui, normalement, devrait ressembler à une parabole. Presque ça. Bon, j'arrive pas à le faire, mais vous imaginez. J'essaye une dernière fois. Voilà. Ça ressemble un peu à une parabole. C'est-à-dire que je sois en plus ou moins l'infini pour les x, eh bien, j'ai un plus l'infini pour les f de x. Ça, c'est une solution. Ou bien, ça peut être une fonction du type une fonction racine. En 0, ça vaut 0, et ça s'en va vers plus l'infini, mais ça s'en va doucement vers plus l'infini. Ou bien, qu'est-ce que ça peut être encore? Ça peut être une fonction qui, par son comportement, enfin ça peut être par exemple la fonction exponentielle. Je me suis mise en vert. Ou bien, ça peut aussi être une fonction qui va se rapprocher, décidément, je ne prends pas les bonnes couleurs, ça peut être une fonction qui va se rapprocher d'une valeur donnée. Alors dans mon tableau, j'avais mis 3, je crois. Donc, j'ai une valeur donnée et puis j'ai ma fonction qui fait ce, pardon, qui fait ce qu'elle veut avant, mais qui, au bout d'un moment, se rapproche infiniment de la droite verte, sans jamais la couper. Ou bien, au lieu de se rapprocher de la droite verte sans jamais la couper,
Elle peut aussi se dire, je vais faire le dernier axe ici, ça ira plus vite. Elle peut aussi se rapprocher d'une droite fixée. Alors, avant il peut se passer n'importe quoi, et puis au bout d'un certain temps, elle se met à se rapprocher de la droite fixée. Ou bien, dernier cas, il y a une valeur interdite. Oh zut, j'ai fait quoi? J'ai pas pris le bon truc. Il y a une valeur interdite pour les x. Et eh bien, ma fonction, quand elle se rapproche infiniment de x à gauche, eh bien, du coup, elle est bloquée par le mur et elle s'en va vers plus l'infini. Ou bien, quand elle se rapproche infiniment de x à droite, elle est bloquée par le mur et elle s'en va vers moins l'infini. Voilà les cas les plus classiques d'asymptote qu'on peut avoir. Alors, on va essayer de les identifier. Donc là, ça serait plutôt le cas f de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc ça pourrait être plus ou moins, hein. Ça n'a pas d'importance. Ici aussi, pardon. Dans ce cas-là aussi, c'est la même chose. C'est f de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Ici, dessous là, pardon, celui-là, aussi, c'est pareil. C'est f de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc, les 4 cas qui sont là, oh zut, je prends ça, voilà. Les 4 cas qui sont là correspondent à ce cas-ci où j'ai un infini à la fois au niveau du x et au niveau du f de x. Et puis les deux autres cas qui restent, eh bien, c'est quand x va vers un point, c'est f de x qui s'en va vers plus ou moins l'infini. Donc, c'est le cas qui est ici. Vers un point en petit a, quel qu'il soit. Et puis, le dernier cas qui nous reste, c'est f de x va vers un point quand x tend vers plus ou moins l'infini, en l'occurrence plus l'infini. Donc dans mon tableau de variation, c'est le cas qui est ici. Donc j'ai bien les 6 cas possibles. Il y en a 3 ici. Il y en a 4, pardon, ici. Et puis un ici et un ici. Alors, on va commencer par ceux qui sont tout seuls, parce que c'est les plus simples. Tout simplement, si j'ai l'image de x, qui tend vers un nombre quand x tend vers plus ou moins l'infini, ça veut forcément dire que je me retrouve dans cette situation-là, où j'ai une image qui se rapproche de plus en plus du nombre b qui est représenté sur l'axe des ordonnées, et qui donc
correspond en représentation graphique à la droite verte y égale b. Et donc, ici, j'ai ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Le deuxième cas, qui est facile parce qu'il est isolé, c'est celui-ci, le violet. J'ai f de x qui s'en va vers plus ou moins l'infini, alors que x se rapproche à droite ou à gauche d'un nombre petit a, d'un réel petit a. Ici, bah, c'est la droite qui normalement s'écrirait x égale a, mais elle n'a pas d'équation cette droite. C'est simplement la droite verticale qui passe par le point d'abscisse A. Eh bien, ici, j'ai une asymptote verticale. Et j'ai les trois autres cas qui, en fait, ne sont pas reconnaissables directement dans le tableau de variation, qui sont les 4 cas bleus. C'est f de x tend vers plus ou moins l'infini. L'image s'en va vers plus l'infini, l'image s'en va vers plus l'infini, l'image aussi s'en va vers plus l'infini, ici aussi, mais dans des configurations complètement différentes. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver des fonctions types qui vont nous permettre de caractériser ces formes de courbes. Alors, dans le premier cas, ici, la courbe qui est représentée en rouge, je vous ai dit, c'est une parabole. C'est f de x égale x2. Ici, c'est une fonction racine, c'est f de x égale racine de x. Dessous, c'est une fonction exponentielle, f de x égale exponentielle de x. Et encore dessous, la fonction de référence qui se comporte, qui se comporte comme f au voisinage de plus l'infini, c'est f de x égale une droite. Alors, c'est f de x se rapproche, c'est à peu près la droite en vert, qui est ax plus b. Alors, je ne vais pas mettre ax plus b parce que j'ai utilisé a et b ici. C'est pas les mêmes. Donc, c'est mx plus p. Mais c'est une constante fois x plus une constante. Donc, je vais essayer de me demander comment est-ce que je peux caractériser ces différentes fonctions pour savoir si ma fonction f, elle est du type du premier cas. Alors, je vais les numéroter. Petit 1, petit 2, petit 3 et petit 4. Dans les 4 cas, évidemment, que je sois dans le cas, alors je vais mettre, je vais faire comment? Je vais faire comme ça. Je vais prendre un tableau, je vais dire ici j'ai le cas 1, ici j'ai le cas 2, ici j'ai le cas 3 et ici j'ai le dernier cas. Si je suis dans le cas 1, 2, 3 ou 4, dans tous les cas, j'ai f de x qui tend vers plus l'infini en plus l'infini.
Par contre, je vous rappelle que dans ce cas-là, j'ai f de x qui vaut x2. Dans celui-là, j'ai f de x qui vaut racine de x. Dans celui-là, j'ai f de x qui vaut exponentielle de x. Et dans celui-là, j'ai f de x qui vaut je sais pas quoi, mais ça se rapproche en plus l'infini de y égale à x plus b. Y égale mx plus p, pardon, j'ai dit. Mx plus p. Qu'est-ce qui va différencier ces quatre fonctions en plus l'infini, puisque elles tendent toutes les quatre vers plus l'infini? Eh bien, c'est tout simplement que dans le premier cas, ici, f de x, si j'écris ce que vaut f de x sur x, c'est x. Ici, f de x sur x, c'est 1 sur racine de x au voisinage de plus l'infini, hein, donc j'ai des x strictement positifs. Ici, f de x sur x, c'est e de x sur x. Ici, f de x sur x, ça va être quelque chose qui ressemble à mx sur x plus p sur x. Donc ça va être quelque chose qui ressemble à m plus p sur x, puisque je suis en plus l'infini toujours. Et donc, globalement, ce qui va me permettre de faire la différence, c'est tout simplement que quand je regarde les limites de ces quatre termes-là, f de x sur x, ici, je tombe, quand x tend vers plus l'infini, hein, toujours, vers plus l'infini. Ici, ça m'emmène vers 0. Ici, ça m'emmène aussi vers plus l'infini. Et ici, ça m'emmène vers m. Alors, j'ai déjà découpé en deux morceaux. Il y a plus, enfin en trois morceaux, plus l'infini ici, plus l'infini ici, m et 0. Ici, je vais simplement dire que, en fait, c'est la seule qui tend vers 0. Donc, je sais exactement que ça va avoir le même, la même allure que la fonction racine. Donc, la fonction racine, c'est une parabole couchée. Donc, je vais dire c'est une branche parabolique horizontale. Et là, j'aurai terminé, j'aurai conclu. Oh. Branche parabolique. Excusez-moi. Horizontale. Dans les trois autres cas, j'ai pas vraiment fini parce que ici j'ai un f de x sur x qui s'en va vers plus l'infini, ici j'ai un f de x sur x qui s'en va vers m, ici j'ai un f de x qui s'en va vers plus l'infini. Donc, ce que je peux faire, c'est regarder f j'ai une bêtise. Oui, donc c'est bon. Je vais regarder f de x
sur x carré ici, f de x sur x carré ici. Ici, ça va me donner 1, et ici, ça va me donner e de x sur x carré. Que je sois là, du coup, quand je vais prendre la limite en plus l'infini, je tombe vers 1. Ici, limite en plus l'infini, je reste en plus l'infini. Donc, ça y est, j'ai discriminé entre les deux plus l'infini ici. Ici, dans le premier cas, je peux en déduire que j'ai le même comportement qu'une parabole, donc que j'ai ce qu'on appelle une branche parabolique verticale. C'est une parabole, branche parabolique verticale. En plus, l'infini, c'est la branche de la parabole. Ici, bon, j'ai plus besoin de m'en préoccuper, hein, ça y est, c'est résolu. Et ici, eh bien, ça continue à s'en aller vers plus l'infini. Donc, c'est une direction asymptotique que je peux avoir, c'est tout. Mais je peux pas en dire plus que ça. Je sais que ça va se porter globalement comme un nœud de x. Et puis, non, c'est même pas une direction asymptotique, c'est une branche infinie, tout simplement. Je peux même pas dire une asymptote, parce que je la connais pas vraiment, mon asymptote. Je vais simplement dire, bon, ici, j'ai une branche infinie. Ça correspond à peu près à ce qui se passe pour exponentielle. Ça s'en va très vite vers plus l'infini quand x s'en va vers l'infini. Et puis j'ai toujours pas résolu mon dernier cas. Mon dernier cas, si je faisais f de x sur x2, je tendrais vers 0, donc ça serait encore un truc différent, mais ça m'apprendrait pas grand-chose. Donc du coup, au lieu de faire f de x sur x2, je vais plutôt regarder vers quoi tend f de x moins la limite que je viens de trouver, mx. Et ça, bah, à nouveau, je peux avoir 3 cas. Donc, je peux avoir 3 cas. Soit ça tend quand x tend vers plus l'infini, vers un plus ou moins l'infini. Soit ça tend quand x tend vers plus l'infini, pardon, vers 0. Soit ça tend quand x tend vers plus l'infini, vers un nombre p différent de 0. Si c'est simplement que quand x tend vers plus l'infini, ça s'en va vers plus ou moins l'infini, ça veut dire que f de x, elle a globalement une branche f de x moins mx s'en va vers plus l'infini. Ça voudrait dire par exemple que ma fonction f de x, ça serait un mx plus une fonction qui s'en va vers plus l'infini. Donc ça pourrait être par exemple un x2 quand x s'en va vers plus l'infini. Donc globalement, ça c'est pas cohérent. Ça voudrait dire qu'en fait j'avais f de x sur x qui valait x3, x2. Donc je serais retombé dans ce cas-là. Donc là, je suis arrivé à un truc impossible. Ou bien j'ai f de x moins mx qui s'en va vers 0. Et donc ça veut simplement dire que f de x, elle se rapproche d'une droite de pente m. Mais cette droite de pente m, ça peut très bien être la droite verte
que j'ai dessinée ici, mais ça pourrait aussi être la droite jaune que je vais tenter de dessiner ici. Ça pourrait, f de x, elle pourrait se rapprocher le plus possible de cette droite jaune-là. Donc, je vais simplement avoir ce qu'on appelle une direction asymptotique. Ça s'en va vers quelque chose qui a la même allure qu'une droite de pente x, mais je ne sais pas exactement où est accrochée cette droite-là. Donc, je vais dire que j'ai une direction asymptotique y égale mx. Et puis, si jamais ça s'en va vers un P non nul, eh bien là, c'est que je sais où accrocher la droite sur l'axe des ordonnées. Donc, j'ai la droite asymptote y égale mx plus p. Et là, j'ai fait tous les cas possibles pour mon étude de branche infinie. Ça va? En fait, il faut vraiment procéder étape par étape. Je repère les plus, les moins l'infini dans le tableau de variation. Et ensuite, j'étudie f de x sur x pour voir dans quel cas je me situe. Et ensuite, je fais f de x moins mx et puis je vois ce qui se passe. Ça va? Alors, j'ai une réponse de Segui, je crois. Et par contre, FR 512, je vois pas votre réponse. Guillaume, tu as vu? Il a des Oui, problèmes de connexion. que vous étiez parti à un Ils moment ne donné. se sont pas arrangés avec votre connexion? Est-ce que vous êtes Est-ce que bien en vous avez... filaire? Oui, ça vient de votre ordinateur pour le coup, puisque moi j'ai aucun décalage. Je sais pas si Segui en a. En général, ça c'est que la connexion est pas, enfin, je sais pas, la connexion est pas bonne quoi. Si vous pouviez passer en filaire, ça serait sans doute meilleur. Si vous avez une connexion Wi-Fi, je sais pas. Sinon, en fermant d'autres fenêtres internet inutiles éventuellement. Oui, voilà, c'est ça. Ah, C'est le malheureusement, on réseau peut pas y qui. faire grand-chose. À part en fermant toutes les fenêtres, peut-être. Bien. Donc, ok, très bien. Vous revenez en différé et puis s'il y a un souci, surtout vous n'hésitez pas à vous reposer la question dans le forum, pas dans la discussion. Voilà, donc ça c'était le premier point sur lequel j'avais vu des choses à voir. Et puis il y avait une autre question qui était justement de vous sur. Ah, c'est intéressant. Excusez-moi, j'ai perdu ma connexion, je ne sais pas pourquoi. On manque. Voilà. C'était sur le log et l'exponentiel. Vous demandiez des explications sur un transparent. Donc, pardon, je ne sais pas pourquoi ça m'a lancé la vidéo. Est-ce que vous l'entendez toujours la vidéo, vous? Moi, je l'entends plus. Laquelle, la tienne ou une C'est vidéo que tu as lancée?
C'est le cas. On ne voit aucune vidéo, il n'y a pas de partage d'écran. Alors, mais non, vous l'entendez toujours. Comment ça se fait? Vidéo du cours. Voilà. Hop. Pardon, je l'ai arrêté. C'est bon, vous l'entendez plus? Non, c'est bon, je n'en vois pas. Tu l'entends pas? Ok. Donc, alors, sur le diaporama, donc il y avait une question. Voilà, c'était ça. Je vous fais un petit partage d'écran. Alors, vous allez me dire si vous voyez c'est le transparent 4 du diaporama 5 sur les logs et les exponentielles. Oui, on le Vous le voit. voyez? Donc, si je me souviens bien, la question c'était comment est-ce que je passe de là à là? Donc de a puissance x f de h moins f de 0 sur h. Pourquoi est-ce que quand h tend vers 0, on obtient f' de x est égal à a de x, f' de 0? Eh bien tout simplement parce que ça, c'est la définition de la dérivée. Ça, c'est un taux de variation entre x plus h et x. Donc f de x plus h moins f de x sur h. Donc si je prends la limite quand h tend vers 0, ça c'est f' de x. Et donc ça, c'est tout simplement le taux de variation entre 0 et h. Donc quand je prends la limite, ça me donne f' de 0. Du coup, f' de x, c'est a de x, f' de 0. Et vu que f, je veux qu'elle soit dérivable, si elle est dérivable, ça veut simplement dire que f' de 0, c'est un nombre. C'est un nombre réel. Si c'est un nombre réel, je peux l'appeler alpha, si j'ai. Donc du coup, j'ai f' de x qui vaut, euh, f' de x, pardon, f' de x qui est là, qui vaut alpha fois a de x. C'est un nombre fois a de x. Si a est différent de 0, eh bien le signe de f', ça va simplement être le signe de alpha. Soit la dérivée sera positive, et donc f' de x, pardon, si a est différent de 1, je crois que j'ai dit différent de 0, si a est différent de 1, 1 puissance x, ça peut pas être une constante. Donc globalement, mon f' de x, ça sera une fonction qui sera une constante fois a de x, donc ça sera une fonction qui sera toujours négative ou toujours positive. Donc du coup, ma fonction f de x, elle est monotone. Donc j'ai une fonction réciproque. Voilà. C'est juste basé sur la définition de la dérivée. J'ai répondu à la question. Ah, très bien. Est-ce que Ok. pour déjà plus clair? Ok. Voilà, sinon je me souviens pas d'autres questions qui avaient été soulevées. Guillaume, tu as peut-être d'autres peut-être repéré Ah, d'autres questions. en dehors de, Je t'entends pas. en dehors de ce que tu as répété juste avant, il n'y a pas d'autres questions que ça en fait. Souhaiter que je revienne sur autre chose, je sais pas. Si, il y avait un truc, vous me demandiez pourquoi la dérivée
de... Alors, je vais démarrer un partage d'écran avec le tableau blanc. J'ai vu une autre question qui était passée. C'était pourquoi est-ce que f' de moins x, c'était moins f' de x? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, on considère qu'il y a une première fonction qui est la fonction qui a x associe, que je vais appeler une fonction u de x, qui a x associe moins x, et puis ensuite, il y a la fonction f qui a moins x associe f de moins x. Donc, quand je fais la dérivée de f' de moins x, c'est comme si je faisais la dérivée de f rond u de x. Et la dérivée d'une composée, c'est u' fois f' appliqué à moins f de moins x. Il manque un mot là. Moins x. Donc ça fait u', bah, c'est moins 1, f' de moins x. Ici j'ai un moins. Excusez-moi. C'est mal écrit. C'est simplement la dérivée d'une fonction composée. Donc ça, il faut retourner le voir dans la séance 7, si je me souviens bien. Je ne sais plus si c'est la séance 7 ou pas. C'est la séance sur dérivée. Oui, c'est ça. C'est la séance qu'on a juste faite avant. Ça va? Bien. Guillaume? Bah, écoute, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter si personne n'a de questions. Ok. Ben, je vois qu'en plus, votre collègue a encore eu un souci de connexion apparemment. Donc, on va peut-être s'arrêter là pour ce soir. Et puis, on se retrouvera donc la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est sur la notion d'intégrale. Uniquement la notion, donc ce que vous avez fait cette semaine en fait, définition d'une intégrale, etc., etc., Ah, notion. attends. Ah, il y avait une question sur les fonctions Ah, sur les réciproques. fonctions réciproques, allez-y, je vous écoute. L'utilité, c'est tout bête, c'est... pardon, j'ai pas partagé encore une fois mon écran. L'utilité des fonctions réciproques, c'est simplement de se poser la question j'ai un x, je sais par un procédé lui associer une image. Donc, sur un graphe, je sais dire
si j'ai un point sur l'axe des X, donc l'axe horizontal, je sais trouver un point qui lui correspond sur l'axe vertical. Donc je passe en quelque sorte de cet axe-là à celui-ci. Eh bien, la fonction réciproque, c'est dire j'ai une fonction, j'ai un point qui m'intéresse, c'est celui-là. C'est un maximum, je l'ai obtenu, c'est la valeur y que j'ai obtenue qui est la valeur maximum sur ce petit intervalle-là. Est-ce que je suis capable de trouver l'instant t auquel je l'ai eu? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de passer de l'axe vertical vers l'axe horizontal? Est-ce que je suis capable de revenir dans l'autre sens de telle sorte que mon X, ce soit l'image d'un Y, c'est-à-dire le chemin réciproque, le chemin inverse de Y. J'ai pas à un instant T, je calcule ce qui se passe, mais j'ai relevé une courbe et je voudrais savoir à quel instant est-ce que j'ai trouvé le maximum. Je voudrais faire le chemin inverse. Voilà. Alors là, vous voyez que c'est très embêtant sur cette fonction-là parce que, en fait, si je me limite pas à un petit intervalle ici, je vais avoir plusieurs valeurs de x. Je vais avoir celle qui est là, pour laquelle j'ai eu l'image qui était égale à y, et je vais avoir celle qui est là aussi, pour laquelle l'image était égale à y aussi. Donc c'est pour ça que quand on calcule une fonction réciproque, parce qu'une fonction, je vous rappelle, c'est un procédé qui a un élément associe une et une seule image, une et une seule valeur par la fonction. Donc si je veux avoir un y, j'associe un et un seul. Il faut que sur l'intervalle où je travaille, il n'y ait qu'une seule valeur possible. Donc c'est pour ça qu'on se limite à des endroits où la fonction est strictement monotone. Elle est soit croissante, soit décroissante, mais elle ne peut pas être les deux, parce que dès qu'elle est les deux, on a plusieurs valeurs possibles pour l'antécédent. J'ai répondu à la question. Ok. Je vous en prie. Une autre question? Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous a rejoint à nouveau. On était 3 tout à l'heure. Bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Et puis, donc on se retrouve mardi prochain, à la même heure, pour la notion d'intégrale. Et on aborde en fait, du coup, on abordera l'avant-dernière partie du cours, puisque il nous restera la notion d'intégrale et le calcul intégral d'une part, et d'autre part la résolution des équations différentielles. En fait, tout ça c'est un petit peu la même chose. Nous, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on est passé de la fonction à la dérivée. Maintenant, on va passer de la dérivée à la fonction initiale. Voilà. Bien écoutez, je vous remercie d'être venu encore ce soir. Je vous souhaite bon courage pour les intégrales. Les intégrales, il ne faut pas vous inquiéter, c'est compliqué comme notion. Et surtout au niveau du calcul des intégrales, c'est une des parties qui est la plus importante dans le travail quand on fait des maths, c'est de s'entraîner à faire beaucoup d'intégrales parce que c'est très difficile, il y a plein de techniques, il y a plein de cas possibles, il y a plein de petites astuces, de petites méthodes, de choses comme ça. Donc, il faut en faire vraiment beaucoup pour vraiment bien, enfin plus poser de questions, quoi, se dire, voilà, à ce moment-là, je peux utiliser telle ou telle méthode. Et surtout, n'essayez pas de faire des intégrales comme ça en inventant la fonction. Aussi bien on peut dériver un peu n'importe quoi à partir du moment où on calcule des choses à peu près raisonnables,
Aussi bien calculer une intégrale, c'est loin d'être toujours possible. On ne trouve pas toujours des formules qui donnent la solution du calcul intégral d'une fonction donnée. C'est pour ça que vous verrez peut-être qu'on parle parfois de fonctions spéciales ou qu'on a des tabulations pour certaines fonctions. On n'a pas de formule, on a uniquement des valeurs numériques qui sont données pour telle ou telle fonction. Donc n'inventez pas des intégrales pour essayer de les faire. Prenez vraiment des exercices qui sont construits pour essayer de les faire, parce que dans énormément de cas, vous allez tomber sur une intégrale pour laquelle on ne peut pas trouver de formule. Voilà, mais je vous reparlerai de ça dans les 2 prochaines semaines. Je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous, bonne soirée. Au revoir.